Dans cette 7e vidéo, vous allez voir comment j'ai utilisé Claude Code pour pouvoir gérer toute la gestion d'état de la billetterie à partir code existant. Et vous verrez aussi ensuite comment j'ai mis en place Playwright. Bon visionnage. C'est parti, on y va. On se retrouve dans cette 7e vidéo pour voir un petit peu comment on a pu avancer. Au niveau de l'implémentation, j'ai travaillé à peu près 2 heures, 2 heures et demie, et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. J'ai eu quelques petits soucis, notamment au niveau du déploiement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois? La première chose, c'est que je vous invite à vous saisir de votre souris et d'aller sur rec.devox.fr. Vous verrez qu'en fait, j'ai déployé une première version du site. Donc là, on voit qu'il y a 2025, on voit qu'il y a des petits soucis. On va faire un déploiement ensemble, on va regarder comment ça fonctionne. Mais je vais vous montrer comment j'utilise Claude Code pour faire mon déploiement. Bon, avec Clever Cloud, c'est relativement simple, donc je triche un petit peu, mais c'est pas grave. On va faire croire que c'est hyper compliqué. Vous verrez comment ça marche. Autre truc que j'aimerais vous présenter, c'est l'implémentation de l'état de la billetterie. Donc on regardera un petit peu, et puis le schéma que vous voyez là, le fichier SVG que vous voyez derrière moi, a été généré par Claude Code. On regardera encore un petit peu ce qui a été fait et puis on testera. Mais nous allons commencer par la mise en production. Pour l'hébergement, j'utilise Clever Cloud, qui est un partenaire de Devox France depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai un petit peu galéré au niveau du setup de l'application Go parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait sur Clever, mais bon, écoutez, ça marche, ça fonctionne. On est en HTTPS, on est derrière Cloudflare au niveau CDN pour éviter des petits soucis de sécurité. Et ce qui est marrant, c'est que en éteignant l'ancienne billetterie qui tournait et en allumant celle-ci, au bout de quelques instants sur Clever Cloud, j'ai vu des trucs assez rigolos. Je vais vous montrer. Si jamais vous voyez des mots de passe durant cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ils auront été modifiés au moment du montage. Je repasserai derrière et tout sera flouté ou modifié. Donc je vais y aller très librement. Clever Cloud, c'est quoi? C'est un hébergeur qui fait tourner les sites web de Devox France. Et donc là, on a créé une petite application en Go et j'ai cloné la base Redis de l'ancienne billetterie. Donc là, j'ai toutes les données de 2025, si vous voulez. Et une application en Go, comment ça se présente sur Clever, comment ça se déploie, c'est pas très très compliqué, mais si mes copains de Clever me regardent, ça serait cool d'avoir une petite documentation légèrement plus à jour. Mais bon, bref, ça marche. Alors, ce qui est rigolo, c'est d'aller voir les logs, et on va regarder, donc là, il y a l'application qui tourne derrière, et regardez la petite surprise que l'on a, mais que l'on va devoir certainement adresser, c'est que là, pendant que je vous parle, il y a des gens qui ont des crawlers et qui sont en train de faire du pooling sur la waiting list de Devox France, waiting list qui n'existe plus puisque Devox France 2025 est passé, on est au mois de septembre. Mais bon, c'est pas une surprise, on est des développeurs, il fallait s'attendre à ce que cela se fasse, et moi je trouve ça plutôt rigolo. Comment on déploie une application sur Clever? Déjà au niveau du file system, qu'est-ce que j'ai de différent? Donc là, je reprends mon projet. On va se mettre en une vue un petit peu plus importante. Je vais disparaître quelques instants pour ne pas prendre trop d'espace. Donc j'ai rajouté un makefile qui est ultra simple. Au niveau de Clever Cloud, je vais vous montrer. Alors quand je vais faire ça, je vais devoir dévoiler des mots de passe. Donc je ne sais pas si je vais le faire. Mais au niveau de Clever Cloud, j'utilise 2 variables d'environnement et j'indique qu'en fait, j'ai la configuration par makefile. J'ai un makefile ultra simple qui construit mon application. Et le reste, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Alors, qu'est-ce qui s'est pas super bien passé? C'est qu'au début, quand on crée un projet sur Clever en Go, il prend une machine avec 1 giga de mémoire. Et en fait, c'est pas assez pour builder ce projet-là, alors qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, en mettant une machine avec 2 gigas de mémoire, ça a fonctionné complètement. Et puis, en mettant une machine dédiée, ça marche quasiment instantanément. Ça prend même pas 1 minute ou 2 minutes pour tout compiler. Et c'est vrai que le déploiement, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai changé des choses avec Claude Code. J'ai mis aussi des pré-commits. Alors, des pré-commits, c'est quoi? C'est au moment où vous sauvegardez vos fichiers sur Git, j'exécute 2 commandes. J'en exécute
une pour générer les templates et j'en exécute une autre pour reformater les pages. Alors pourquoi intégrer Temple au moment de faire les commits? J'ai pas réussi sur Clever à modifier et à faire fonctionner correctement Temple et j'ai pas trouvé d'exemple. Et puis après, dans l'absolu, je me suis dit, est-ce que finalement, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à générer mes templates en local et simplement les déployer sur le cloud pour avoir un build reproductible. Donc du coup, j'ai pris cette option-là, mais juste pour pas oublier de régénérer ces pages-là, j'ai rajouté cette commande. Alors, de quoi je vous parle? Alors, ici, vous avez des templates. Donc on va prendre celui quand la conférence est fermée. Donc ça, c'est un template au format Temple. Et ce template-là, pour qu'il fonctionne, il faut le compiler. Donc là, vous voyez, il y a un petit fichier en Go qui est ici. Et ce petit fichier en Go, c'est un fichier qui est généré. Et donc ces fichiers en Go, il faut qu'ils soient présents au moment du déploiement, ou sinon il faut qu'ils soient régénérés. Et donc là, maintenant, ils sont versionnés, et ils sont embarqués en même temps que mon déploiement. Qu'est-ce que c'est qu'un déploiement? On va le faire d'abord nous-mêmes, et après on va voir si on ne pourrait pas utiliser Claude Code pour discuter avec Clever. Je pense qu'il y a du serveur MCP, mais même on n'en a pas forcément besoin, parce qu'on a une superbe CLI avec Clever, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que Claude Code soit capable d'aller voir l'état de la version qui est déployée et soit presque même capable de déployer à ma place. Et c'est plus pour vous montrer comment on fait. Voilà. Mais quand on n'a pas Claude Code, comment on fait pour déployer sur Clever Code? Alors, sur mon écran, vous voyez en bleu, je vais me remettre en bas à droite. Voilà, je reviens, coucou. En bleu, vous voyez les pages que j'ai éditées. J'ai notamment corrigé les dates. On a vu tout à l'heure que ça marquait 2025 sur le site. J'ai fait 2-3 petites modifs. Pour vous montrer à quoi elle ressemble, je vais prendre Tower, qui est un client Git graphique. Et donc là, on voit que j'ai corrigé des dates. On voit que j'ai changé 2-3 petits trucs, pas grand-chose. Je vais prendre tous ces fichiers-là. Bon, il y a d'autres trucs, peu importe. On va dire que je les sauvegarde. Donc là, on va dire que c'est un fixe. Change. Donc là, je dis que j'ai changé les dates. Je commit. Alors, c'est normal. On a notre pré-commit hook que je vous ai expliqué tout à l'heure qui s'est activé. Temple not found, évidemment. C'est marrant, c'est toujours comme ça l'effet démo. Tu vois. Alors là, je sais pourquoi ça marche pas. On va le faire en ligne de commande. On va faire un petit git commit. Et on va dire que fixe updated event dates. Comme ça, on va même mettre un message plus propre. Et comment on déploie sur Clever Cloud? Alors attention, ça va aller très 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 vite. Déjà, si on regarde Git remote, donc on voit que j'ai deux remotes et j'en ai un qui s'appelle Clever. Donc si je fais un petit git push, Clever c'est celui que j'ai par défaut, l'ensemble des fichiers et tout mon projet, je le push sur Clever Cloud. Et donc c'est juste un git push. Et là, si on vient dans l'activité, on voit que il y a 8 secondes, il y a quelqu'un qui a fait un git push. Et là, en fait, donc Clever Cloud est en train de déployer la nouvelle version. Alors, il va déployer ça sur une nouvelle machine. Il va envoyer du trafic sur la nouvelle machine. Et quand il verra que tout tout fonctionne correctement, il éteindra l'ancienne machine. Et il fera pas... là, si par exemple, ça compile pas, il va s'arrêter. Donc on va le laisser faire, on va voir combien de temps ça prend. J'ai pas forcément fait attention, c'est relativement rapide le déploiement. Et là, vous regardez, donc j'ai quand même commencé il y a 3 heures. Hein. Ouais, ça fait quand même 3 heures que je suis sur ce truc-là. Voilà. Et j'espère que ça va fonctionner correctement. Et on va attendre, ça a l'air d'être pas mal. Hop, 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 hop. Donc le build, il prend même pas une petite minute. Et on voit qu'ici on a une petite flèche bleue. Et donc ça devrait le faire. Et on a des variables d'environnement aussi, maintenant, qui nous permettent à l'application en Go de se connecter sur le Redis qui est ici. Donc j'ai des variables par défaut pour me connecter. Et là, vous voyez, on est passé sur quelque chose en vert. Donc on va aller sur l'activité. Et donc le déploiement, c'est terminé.
Je rafraîchis et je m'attends à ce que 2025 change et que ici le X de Devoxx passe dans une autre couleur. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, c'est déployé et donc là, c'est sur Internet. Et tout va bien. Alors, ensuite, on va faire un petit truc. Je vais juste passer quelques instants au premier plan parce que j'ai besoin de copier un mot de passe qui se trouve dans une variable d'environnement. J'ai pas forcément envie de le montrer à la terre entière, donc on va juste faire ça comme ça, voilà. Restez là, ne bougez pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une jolie page, et puis maintenant on a une page d'admin, hop, qui est ici. Et sur cette page d'admin, alors elle est protégée par un login mot de passe. Si vous essayez /admin, vous verrez, il y a une mire d'authentification. Qu'est-ce qu'on a? On a nos feature flags qu'on avait vus dans les vidéos précédentes. On a notre recherche de participants. Et on a ce que j'appelle le gestionnaire d'état de la billetterie. Donc là, vous voyez, il y a avant ouverture, billetterie ouverte 1, billetterie ouverte 2, conférence complète, gelée, après Devoxx et le mode maintenance. Donc on va cliquer sur le mode maintenance, c'est ce que je viens de faire là. Et à côté, on regarde si ça fonctionne. Et donc là, vous voyez, ça change immédiatement à gauche l'état de ce que vous voyez. Donc là, si je clique sur ouverture des ventes, je rafraîchis, hop, les inscriptions sont ouvertes. Félicitations, c'est super cool. Si je reviens sur avant ouverture, on revient sur l'écran de tout à l'heure. Alors, comment ça marche et de quoi on parle et comment j'ai fait faire ça par Claude Code. Donc là, je vais d'abord vous expliquer la partie fonctionnelle pour qu'on puisse bien comprendre comment ça marche. Alors, lequel c'est? Ça doit être celui-ci. Voilà, on va se mettre en plein écran. On va essayer de zoomer un petit peu. Ça se voit que je connais pas l'interface. Ok. Alors, je vous montre, donc ça, le schéma que vous voyez, c'est Claude Code qui l'a fait à la fin, et je vais vous montrer comment j'ai demandé de faire les modifications et de les documenter. Donc l'état de la billetterie de Devoxx France, c'est géré avec des feature flags qu'on a vu dans la 4e ou 3e vidéo. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit les différents états. Avant l'ouverture, donc entre maintenant et le 5 novembre, on ne peut pas faire grand-chose. Au moment où la billetterie s'ouvre, donc entre le 6 novembre et quelque part en février, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont activées, désactivées. Après la fermeture du CFP, quand les orateurs ont reçu un message s'ils sont acceptés ou refusés, certains orateurs, enfin quasiment tous, reçoivent la possibilité de s'inscrire, mais les places sont ultra limitées, donc c'est un peu premier arrivé, premier servi. Et donc c'est pour ça que les orateurs passent dans la vente numéro 2. Et on prend aussi tous les gens qui sont en waiting list et on fait un tirage au sort. Et donc ça, c'est l'étape de la deuxième vente. La première vente, c'est on vend. Et la deuxième vente, c'est simplement ce système-là. En général, quand on n'a plus de place, donc là, c'est nous qui regardons, et donc sinon le système va se fermer tout seul, donc la conférence devient complète. Donc l'année dernière, on était complète le 4 ou 5 mars, si ma mémoire est bonne. Donc on est à peu près complet 6 ou 7 semaines avant la conférence. Et ensuite, pendant qu'on est en état complet, les gens qui ont acheté des places et qui les ont payées peuvent configurer leurs billets. Les gens qui n'ont pas payé leur place, tous les dossiers sont annulés et on récupère parfois des places qu'on remet en vente. Et ensuite, on arrive à quelques jours avant l'événement. Donc le vendredi avant la conférence, on passe en mode gelé. Donc là, c'est-à-dire qu'on ne veut plus que les gens puissent changer le nom, le prénom, les adresses mail sur les badges, sur les tickets. Parce qu'on les exporte vers un autre logiciel. Donc là, on a cet état gelé. Ensuite, Devoxx France se déroule et quelques jours après l'événement, on passe en mode 6 où les clients ont toujours accès à leur dossier, notamment pour éditer les factures. Mais toutes les fonctionnalités de billetterie sont désactivées, tout ce qui est waiting list, tout ça, ça disparaît. Et comme ça, on a un mode un peu frugal. Et courant l'été, on donne un coup de peinture et on revient à l'étape numéro 1 avant l'ouverture, c'est celle qui est en ce moment. J'ai rajouté un nouveau truc, maintenance, qui n'existe pas sur l'ancien système, dans l'espoir que j'en aurais pas besoin, mais c'est un mode qui permet de fermer immédiatement la billetterie et qui coupe les flux. Et donc ça, voilà, je l'ai rajouté là-dessus. Et à chaque fois, en fait, ces cases colorées correspondent. C'est là où on voit que le code il est un peu 10 ans. C'est qu'en fait, ça correspond à plusieurs feature flags.
Et l'histoire de la vente numéro 2, par exemple, c'est quelque chose qui a été introduit il y a 3 ans, je crois. Et avec l'histoire du tirage au sort, on ne faisait pas ça avant, et puis maintenant on le fait. Donc c'est pour ça que le code est un petit peu... enfin, pas le code, mais la structure de données est un petit peu vieille, parce que le code, il est tout joli, tout neuf. Comment j'ai fait ça? Au niveau des templates, vous voyez qu'ici, il y a donc 7 templates visuels, et donc ces 7 templates, on peut refaire un petit tour on peut refaire un petit tour de ce côté-là. Donc ça, c'est avant l'ouverture. La billetterie est ouverte. Je rafraîchis. La vente numéro 2 démarre. Alors, ce qui est différent, c'est que le nombre de places est limité par entreprise. Alors ça, c'est une erreur de traduction. C'est en fait, on peut plus acheter plusieurs places. On peut acheter qu'une seule place. Donc ça, il faudra que je corrige. Conférence complète. Hop, c'est complet. Bisous, au revoir, à bientôt. Je l'ai avant le démarrage de Devoxx France. Voilà, donc là, il manque pas mal de liens. Il y a enfin des trucs qui vont pas, mais c'est quand même pas mal. Après Devoxx, merci d'être venu. Donc là, vous pouvez encore voir Enfin là, il faudra que je fasse l'accès au dossier pour la partie facturation et ainsi de suite. Et on a un souci, mode maintenance, désolé, il y a un petit souci avec un petit spinner. Donc tout ça, c'était généré par Claude Code. J'ai rien fait à part avoir mis un 26. Regardez même le petit X là. Regardez comment l'effet, il est waf waf. J'adore ça. Ça sert à rien, mais je trouve ça génial. Et donc on se remet en avant-ouverture parce que là, on est sur Internet. Hein, là. Ce que vous voyez, c'est reg.devoxx.fr, c'est pas ma machine. On retrouve nos feature flags qui sont ici. Et on peut aussi continuer à s'amuser, à les changer de manière individuelle pour d'autres fonctionnalités. Maintenant qu'on a dit ça, comment cette partie-là a été codée, comment elle a été générée. Alors, on va se mettre sur la caméra qui est ici. Hop là, super. Je vais vous montrer le prompt et on va en regarder un petit peu ensemble à quoi ça ressemble. Alors c'est bon, j'ai retrouvé mon prompt, on va fermer le reste. C'est pour ça que ici on va faire un truc, on va le renommer. Hop, prompt. Voilà. Alors, implémente un système pour changer l'état de la registration à partir de la vue /admin avec les tests. Alors on va parler un petit peu des tests parce que c'est la nouveauté aussi de cette vidéo-là. Donc le prompt il est en anglais alors que tout ce que vous avez vu est généré en français. Et donc ça demande un bon 15-20 minutes pour écrire quelque chose de sympa. Et on peut aussi écrire une première version en mode planification avec Claude Code et on lui demande d'améliorer ce prompt-là. On reprend le prompt et on le réinjecte. Donc là, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait, mais c'est une technique qui marche plutôt bien. Et j'ai vraiment décrit les 7 étapes, enfin les 7 états qui m'intéressent. Et pour chaque état, là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai réfléchi parce que moi, perso, je me souvenais plus comment ça fonctionnait dans l'ancien système. Je suis allé chercher les différents booléens et donc je l'ai fait pour les 7 états. Alors, ce que j'aurais pu faire avec le fichier application.scala qui est ici. Alors, je vais le faire avec l'éditeur Scala parce que là malheureusement, voilà, vous voyez pas la version couleur. Hop, je suis là. Donc ça, c'est l'ancien code. On est dans du code Scala et vous voyez, ça pique un petit peu. On récupère les features switch. On est sur la home page. On est sur la home page de l'ancien site. Et là, il y avait une espèce de switch case de la mort avec différents templates. On comptait en temps réel le nombre de places qui restaient. Donc ça, c'est l'ancien code. J'étais plus trop certain de comment ça fonctionnait. Et donc, du coup, j'en ai profité. J'ai décidé plutôt de refaire la doc moi-même. Et donc c'est pour ça que pour chacun d'eux, je me suis un peu creusé la tête en me souvenant à chaque fois. J'ai décrit mes différentes étapes. Tout est en anglais. Et petite astuce que je vous ai déjà dit, c'est que j'ai défini mes critères de succès de ce prompt-là. Je lui ai dit, quand la page d'admin aura les quick actions de 1 à 7, c'est bon. Quand tu auras tout documenté, donc là, il a mis à jour la partie claude.mt par exemple, je voudrais que tu ne perdes pas les templates de Devoxx France qui gardent le look graphique qu'on a fait. Et j'aimerais en fait que les différents templates s'adaptent selon l'état. Je veux que tout soit en français. Et comme je trouvais ça trop cool, j'aimerais bien qu'il me génère un diagramme SVG.
Et qu'est-ce que je lui donne comme outil pour le faire? Il peut se balader sur la machine, enfin, il peut lancer Browser MCP et il peut même accéder à Redis. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment puissant quand vous êtes avec Cloud Code et que vous avez par exemple un container Docker avec une base, je sais pas, Postgre de dev en local qui est sur 5332 et puis c'est admin. Vous pouvez faire un truc de malade, c'est que vous dites à Cloud Code de se connecter. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, on va lancer Claude. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Donc là, je lui dis qu'il y a un serveur Redis. Et donc, Claude Code va vous demander la permission de se connecter sur Redis la première fois. Donc là, il ne le fait pas. Il ne le fait pas puisque je lui ai déjà donné cette autorisation-là. Et Claude Code peut se connecter sur Redis, peut se connecter sur votre base Postgre, et il peut regarder vos tables, et peut aussi créer par exemple des données d'exemple. Ça, c'est super pratique. Quand vous avez un schéma, vous avez envie de créer 10 lignes de test, mais à la main, c'est trop compliqué parce qu'il y a des jointures, des tables de référence et ainsi de suite. Laissez Claude Code le faire. Dites-lui, voilà, je suis dans la table Customer et je voudrais rajouter 10 lignes assez variées. Et Claude Code est hyper fort pour générer des données en regardant ce qui existe déjà. Alors ça prend un peu de temps, c'est parfois peut-être un peu cher, mais ça fonctionne. On revient maintenant sur ce que j'ai fait ensuite. Donc là, j'ai utilisé Claude Code d'une façon, j'ai configuré Claude Code différemment. Si vous regardez modèle, dans la nouvelle version là, qui est sortie il y a quelques jours, vous pouvez faire un truc que j'aime bien, c'est que vous pouvez demander à Claude Code d'utiliser Opus 4.1 pour la planification. Donc 4.1, c'est le moteur le plus puissant, mais il coûte 5 fois plus cher que le moteur par défaut. Et vous utilisez Sonnet 4 pour exécuter les tâches. Donc moi, j'ai utilisé Opus pour lire mon document et construire la liste des choses à faire. Et j'ai demandé ensuite à Sonnet, donc le modèle qui coûte moins cher, d'exécuter et d'implémenter ma solution. Et c'est beaucoup plus puissant que de faire tout avec Opus ou de s'appuyer sur Sonnet qui est quand même un petit peu léger. Donc le plan qu'il m'a sorti, c'est celui-ci. Il a bien compris que... Alors, il a fait tout un inventaire. Donc, il a vu qu'il y avait déjà 5 templates et qu'il devait en implémenter 7. Il a vu qu'il y avait un système avec les feature flags. Donc, il a fait son plan d'implémentation. Et là, comme il a compris qu'il y avait quand même pas mal de code, il s'est dit « Ah, je vais créer un state manager en Go. Donc, je vais pas mettre tout ça au même endroit. » Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est là où je trouve que, en termes d'architecture, c'est vraiment sympa. Et il se rend compte qu'il manque des templates. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est son plan. C'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il voulait faire. C'est son plan, son déroulé. Et c'est un fichier texte. Donc ce plan-là, je peux le prendre, je peux l'éditer, je peux l'amender en lui demandant de ne pas faire tout et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il a proposé me plaisait vraiment bien. Et il a suivi ma consigne de rajouter des tests fonctionnels parce que là, on commence à rentrer maintenant sur quelque chose qu'on a envie de tester. Et il s'est bien souvenu que je lui avais demandé de générer de la documentation. Donc vous voyez, 7 étapes pour faire tout ça. Et la liste des fichiers qu'il pensait modifier, la liste des fichiers qu'il a créés, et il a repris ma liste de success criteria. Donc une fois qu'il a fait ça, donc ça c'est le mode planification de Claude Code. Il s'active en faisant Shift Tab. Si vous regardez bien, hop, là je suis en mode j'accepte tout. Là je suis en mode de planification. Et là je suis en mode normal où il va me demander d'accepter les commandes. En général on utilise celui-ci où tout est accepté. Et donc là le mode de planification, c'est ce que je viens de vous expliquer, il va utiliser Opus. Et une fois qu'il a fait ça, je lui ai dit bah, exécute la modif. Ça a pris 4 minutes à peu près, 4-5 minutes. Ça a dû coûter 2-3 dollars, peut-être 4 dollars. J'ai changé ma licence d'Evox France. Avant, j'étais avec Claude Max à 108 dollars par mois. Et là, je suis passé en mode API pour avoir une seule facture avec mes deux collègues d'Evox France. Et le truc, c'est que là, on voit le coût des sessions de prompt. Et ouais, on se rend compte quand même que ça coûte assez cher. Enfin, assez cher, 10, 15, 20 dollars. Et ça fait parfois un peu réfléchir sur l'utilisation de l'outil. Mais
c'est plutôt cool. Et ensuite, il a donc implémenté tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait que vous n'avez pas vu dans les autres vidéos? J'ai fait une partie sécurité parce que là, on est sur Internet. Donc, si vous êtes en train d'essayer de faire /admin, vous devriez voir qu'il y a une demande d'authentification. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude Code de me générer un petit système très simple d'authentification et de le faire avec des variables d'environnement. Donc, dans mon projet, quand je suis en local sur ma machine, j'ai mis un mot de passe et un identifiant simple dans un fichier enversé qui est là. Donc, vous voyez, admin. Donc, ça, c'est quand je suis sur ma machine en local. Et quand je suis sur Clever Cloud, en fait, ces variables d'environnement, je les remplace par des trucs hyper longs. Comme ça, j'ai pas besoin de m'en souvenir et surtout, personne ne peut les trouver. Et ça permet de protéger l'accès, mais pas juste les pages web, hein, aussi tous les endpoints d'API, enfin tout ce qui n'a pas besoin d'être évidemment accessible pour pouvoir réaliser ça. Et je pense que je vais demander à Claude Code, quand il fait des fonctionnalités, de faire attention à bien les sécuriser pour ne surtout pas créer de système avec des trous de sécurité. Voilà, on s'arrête là pour la 7e vidéo. La prochaine sortira dans 2 jours. Vous verrez comment j'ai installé et demandé à Claude Code d'écrire des tests avec Playwright pour tester le tunnel de vente. Ensuite, je vous montrerai comment j'ai configuré Claude Code avec la CLI de Clever Cloud pour aller chercher les logs de prod, entre autres. Merci, abonnez-vous pour être notifié quand la prochaine vidéo sortira.